Government is the problem. The American dream is dead. There is not a liberal America. Make America And a conservative America. great again. There is the United States of America. I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ask not what your country can do for you. So help me God. Ask what you can do for your country. Congratulations, Mr. President. Bonjour et bienvenue dans 50 States, un podcast en 50 épisodes, 50 numéros pour parler des 50 États qui forment l'Amérique. Alors que la présidentielle US est lancée, on a voulu plonger dans ce pays immense, un pays qui fait environ 5000 km de la côte Est à la côte Ouest et 3000 km du Nord au Sud. Nous, pour cet épisode, on a pris une règle et un compas. Direction l'État qui est pile au milieu de l'Amérique. Bienvenue au Kansas. Have you ever experienced the thrills of the old Wild West or tasted absolute perfection? You can find all these moments and many more on a Kansas Getaway. Request a free visitor's guide at travelks.com and plan your moment today. Le Kansas, c'est 3 millions d'habitants et quasiment autant de tournesols. C'est pour ça qu'on l'appelle The Sunflower State. La capitale du Kansas, c'est Topeka. Et l'homme le plus connu du Kansas, c'est un super-héros avec un costume bleu très moulant et un slip rouge très moulant. Son nom, c'est Superman et sa ville de naissance, c'est Smallville, dans le Kansas. I am Superman. Absolutely not. Si vous n'êtes pas branché super-héros et que vous préférez les comédies musicales, alors le Kansas est fait pour vous, et notamment la petite ville de Wabego, où se trouve un musée à ne surtout pas manquer, le Oz Museum, avec ses milliers d'objets et d'anecdotes sur le livre, le film, le chef-d'œuvre, le grand classique, Le Magicien d'Oz, dont le point de départ est au Kansas. Dorothy, why, I don't think we're in Oz anymore. This feels so familiar. Why? We're in Kansas. We're in the Oz Museum. Le Kansas, on l'a dit en intro, c'est l'État situé pile au centre des États-Unis et la ville qui est au centre de l'État, qui est au centre du pays, c'est Lebanon, 184 habitants et une pancarte à l'entrée de la ville. Welcome to the center of the USA. So here I am, the geographical center of the United States of America. So that's actually wrong. Around here, in one of these pieces of land, is the actual center of the United States of America. Au centre du Kansas, comme un peu partout ailleurs dans l'État, on vote républicain depuis 1968, c'est-à-dire au cours des 14 dernières élections présidentielles, le Kansas a toujours choisi le candidat républicain. And we will make America great again. Thank you, Kansas. Thank you. Pour commencer ce podcast, on va laisser de côté Donald Trump. Non. Et on va parler lecture, ou plutôt souvenir de bande dessinée. C'est une règle de base dans la lutte entre le bien et le mal. Pour qu'il y ait un super-héros, il faut qu'il y ait en face un super méchant. Les Jedi ont Dark Vador, Batman a le Joker, Harry Potter a Voldemort, et Lucky Luke a les Dalton. Joe, Jack, William et Avril, 4 frères que vous connaissez forcément, avec leur uniforme de prisonniers jaune et noir. Pas besoin de vous montrer une image, vous voyez très bien à quoi ils ressemblent. Of course I know. Ce que vous ne savez peut-être pas, en revanche, c'est que les Dalton ont vraiment existé, qu'ils étaient vraiment frères et qu'ils formaient le Dalton Gang. Leur vrai prénom, Bob, Bill, Grat et Emmett. Leur spécialité, règlement de compte, meurtre, pillage de train et surtout, braquage de banque. Entre 1890 et 1892, le Far West, c'est leur maison et les fusillades, leur quotidien. The Daltons, the most dreaded name in the West, rings again. Outlaws, the Dalton Gang terrorized half a nation in the most daring hold-ups in history. Le 5 octobre 1892, les Dalton ont un plan. Avec quelques complices, ils vont braquer 2 banques en même temps.
dans la ville de Coffeyville, au Kansas. Un groupe va s'occuper de la Condon Bank et l'autre de la First National Bank. Il est 9h du matin, les revolvers sont prêts, aucun doute, dans quelques minutes, les Dalton repartiront avec des sacs remplis de pièces et puis direction l'Amérique du Sud pour vivre la belle vie. Oh, la belle vie. Sauf que quand on est des bandits et qu'on commence à être un peu connu avec des affiches partout dans la ville qui mettent votre tête à prix, Wanted, Dead or Alive, il faut être discret et les Dalton ne le sont pas plus que ça. Shit. Dans la ville, un homme les a reconnus et il a alerté la population. Résultat, quand les Dalton sortent de la banque, ils font face à une foule équipée de fusils et de pistolets. Hands on your head! Après 15 minutes de gunfight, on compte les victimes. Verdict, 8 morts, parmi lesquels Bob et Gratt. Emmett, lui, va survivre malgré 23 balles dans le corps, un petit miracle. Deuxième miracle, après 14 années passées en prison, il deviendra acteur à Hollywood. What a surprise! Le quatrième frère, Bill, sera tué quelques années plus tard dans le braquage d'une banque au Texas. Mais revenons au Kansas et à Coffeyville, où les Dalton sont probablement la plus grande attraction touristique de la ville. En effet, à l'entrée de Coffeyville, il est indiqué sur une plaque « Bienvenue dans la ville du Dalton Museum ». Oui, les Dalton ont leur propre musée ouvert tous les jours de 10h à 16h, 8 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants. Et si vous continuez la route un peu plus loin, vous trouverez même le Elmwood Cemetery, le cimetière de la ville, où sont enterrés 3 des 4 frères Dalton. Leur tombe se situe juste en dessous d'un vieux morceau de tube en métal qui a été conservé parce que c'est là que les Dalton avaient accroché leurs chevaux le matin du fameux braquage, le 5 octobre 1892. Bienvenue au pays des Dalton, donc bienvenue au Kansas. And the snow never melts out here in Kansas. At least that's what us Kansas people say. The wind just blows it back and forth from Oklahoma to Nebraska, and it never melts, just kind of wears away. Pour mieux connaître et mieux comprendre le Kansas, on a fait appel au journaliste Philippe Corbet, qui a parcouru des milliers de kilomètres aux États-Unis puisqu'il a été correspondant là-bas pendant 5 ans et demi. Et forcément, quand on passe plus de 5 ans à rouler dans un pays, on finit obligatoirement par passer par le centre, et le centre de l'Amérique, c'est le Kansas. Bonjour 50 States, je m'appelle Philippe Corbet, je suis journaliste et j'ai été correspondant aux États-Unis pendant un peu plus de 5 ans. Et aujourd'hui, on va parler du Kansas. Alors pour commencer cette question, quand vous êtes allé au Kansas, est-ce que c'était pour le plaisir ou est-ce que c'était pour travailler, est-ce que c'était pour un reportage? Ça n'était pas pour faire un reportage. J'étais en Colorado, à Denver, qui est donc à l'ouest du Kansas. Et j'avais fait quelques centaines de kilomètres sur une route toute droite pour aller vers l'est, pour aller jusqu'à une toute petite ville, enfin une ville, non, c'est un village dans le Kansas qui s'appelle Holcomb. Donc H-O-L-C-O-M-B, Holcomb, Kansas. Et donc, j'ai l'impression de me retrouver dans un film ou dans une peinture où donc c'est des routes toutes droites au milieu de qui traversent, qui percent des étendues à l'infini de champs de blé, avec le ciel d'orage. Et quand je dis d'orage, non, la tornade menace, puisque c'est un état à tornade. Et donc on roule là, et je me dis, mais s'il y a une tornade qui passe, il n'y a personne autour, il n'y a pas de village, voilà. Et j'arrive jusqu'à un village qui s'appelle Holcomb, Kansas, qui est un village où a lieu un meurtre horrible en 1959. Ça se passe dans une petite ferme qui est pas pauvre, c'est plutôt une ferme aisée, qui est au bout d'un village, et je crois qu'il faut arriver par une sorte de chemin de terre. Et là, en 1959, la famille qui habitait là, qui s'appelait les Clutter, le père, la mère et les 2 adolescents, ont été retrouvés morts, assassinés de façon atroce dans une maison. Commence bien cette interview. Voilà, c'est ça. Et on l'a su après pour un butin qui était de $40. Et si ce meurtre m'intéresse, c'est parce qu'il est l'objet d'un des plus grands livres de la littérature américaine qui s'appelle 200 froid, In Cold Blood, qui est écrit par un grand écrivain américain qui s'appelle Truman Capote, et qui était déjà à la fin des années 50 un journaliste et un auteur
célébré aux États-Unis. Je ne dis pas seulement respecté, célébré, c'était devenu une personnalité new-yorkaise. Il avait écrit Breakfast at Tiffany's, Diamant sur canapé. Il avait fait de grandes interviews de Marlon Brando. Enfin, c'était vraiment une sorte de figure à la mode des lettres américaines. Et il lit dans le journal le compte-rendu de ce meurtre. Et il demande aux New-Yorkers, grand journal, grand magazine new-yorkais prestigieux, littéraire, un peu pompeux comme ça, de l'envoyer dans le Kansas. Dans le Kansas, dans ce village. On est en 1959, donc il prend le train, c'est loin, c'est long. Et il va, parce que ça l'intéresse, ça l'intrigue. Il y a quelque chose qui l'étonne. Et à ce moment-là, on ne sait pas qui sont les meurtriers. Ils sont finalement arrêtés peu de temps après. C'est 2 pauvres mecs. Des pauvres mecs qui sont sortis de prison. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été dans cette petite maison? C'est parce que l'un de ces 2 pauvres mecs avait entendu un autre pauvre mec, un compagnon de cellule, qu'il paraît que dans ce village, il y a une ferme un peu riche où en fait ils cachent de l'argent. Donc ils sont allés dans cette maison, vraiment des pauvres types, quoi. Ils veulent faire un petit cambriolage, et en fait ils tombent sur la famille. Du coup, ils tuent le père, et puis quand ils ont tué le père, ils vont tuer les autres. Donc ils tuent tous les autres. Et ils volent 40 et quelques $. Et ils repartent. Et comme ils sont un peu nazes, ils se font arrêter. Et ils sont enfermés dans une prison. Et là, ils voient débarquer cet auteur majuscule, prestigieux. Mais il faut imaginer à quoi ressemble Truman Capote. C'est une sorte de petit gnome très efféminé qui, je ne sais pas exactement comment il était habillé ce jour-là, mais qui souvent a porté dans sa vie des vêtements assez excentriques, des manteaux de fourrure ou autres, qui débarque avec sa voix perchée, avec un fort accent du Sud, parce qu'il venait du Sud, de l'Alabama. Et il débarque là, et il s'intéresse à eux, il s'intéresse beaucoup à eux. Et son reportage va devenir une série de... Il va dire non, je ne peux pas juste faire un reportage. Et en fait, il va mettre 6 ans à écrire un livre qui s'appelle De sang-froid, qui est l'un des plus grands livres de la littérature américaine, enfin, de mon point de vue, qui invente un nouveau genre littéraire qui s'appelle le nouveau journalisme. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il raconte est vrai, en tout cas, c'est ce il collecte l'information comme un journaliste, mais vraiment dans un infini détail. Il passe un temps infini avec les 2 pauvres mecs en prison, jusqu'à ce qu'ils soient finalement exécutés, puisqu'ils ont été condamnés et exécutés. Haute-Comte Kansas, c'était l'inverse de tout ce qu'il vivait. Il s'est installé là pendant des années, il a écrit ce livre, et après, il n'a plus rien pu écrire. Et il ne s'est jamais remis. Il ne s'est jamais remis de ce livre de la lecture... De son chef-d'œuvre. Oui, de son chef-d'œuvre, de la lecture de ce petit fait divers en 1959 qui lui donne l'envie étrange d'être envoyé dans ce petit village du Kansas où il va passer 6 ans, ou 5 ou 6 ans, et de l'écriture de ce grand livre. Il n'a jamais pu être à la hauteur de cette œuvre. C'est écrit à la toute première page du livre dont on vient de parler, oui, page 1, Truman Capote écrit à propos du Kansas « Le pays est plat et la vue étonnamment vaste ». Et c'est vrai, totalement vrai, le Kansas c'est plat, c'est tout plat. D'ailleurs, il y a une expression que vous pourriez bien entendre là-bas, le Kansas c'est plat, comme un pancake. I'm at the International House of Pancake in Lawrence, Kansas. Now, this is a state that's famously known for being flat, flat as a pancake. Et ce n'est pas seulement une expression, c'est aussi le résultat d'études scientifiques très sérieuses. En 2003, plusieurs docteurs en géographie se sont penchés sur la question. Et après observation, analyse, calcul et utilisation d'équations avec des A et des B, ils sont arrivés au résultat suivant. Oui, scientifiquement, le Kansas est encore plus plat qu'un pancake. It's been scientifically proven. Kansas is flatter than a pancake. The state is flat to the tune of 0.9997. That's approximate, but a pancake measures 0.957. Les résultats de cette étude très sérieuse sont d'ailleurs disponibles dans les annales des études improbables et honnêtement, on vous conseille d'aller lire ça, c'est très marrant. You serious? Mais alors, maintenant que l'on sait que le Kansas est plus plat qu'un pancake, une fois que c'est prouvé, que faire de cette info? Eh bien, le Kansas va en profiter car une terre plate, toute plate, c'est idéal, par exemple, pour faire atterrir des avions. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Sur les terres toutes plates du Kansas, on peut donc installer des pistes d'atterrissage sur des kilomètres et des kilomètres. On peut installer des tours de contrôle, des aéroports, des aérodromes. Et il y a une ville qui va bien le comprendre, c'est Wichita. Wichita connue dans tout le pays comme la capitale mondiale de l'aviation. For almost a century, Wichita has been considered the air capital of the world, and you can see our aviation footprint all over the city. Un titre que la ville a obtenu en 1928. Cette année-là, à Wichita, on fabrique 120 avions par semaine. Le chiffre est dingue, rendez-vous compte, un avion sur 4 produit aux États-Unis était alors fabriqué dans le Kansas. C'est énorme. Toutes les grandes entreprises de l'aéronautique débarquent alors dans ce paradis de l'aviation. Boeing, Beechcraft, Cessna. La Seconde Guerre mondiale va booster l'économie de ce secteur et de la ville. En 1940, Wichita compte 100 000 habitants. En 1943, c'est 2 fois plus. Et les usines tournent à plein régime. C'est à Wichita qu'on fabrique notamment les bombardiers Boeing B-29 Super Fortress. Dans la carlingue, on peut mettre 9000 kg de bombes ou alors transporter une bombe atomique. C'est d'ailleurs dans ces B-29 qu'on transportera les 2 bombes qui vont marquer l'histoire en dévastant Hiroshima et Nagasaki. Après la guerre, Wichita devient le centre de commandement de l'US Air Force. Et aujourd'hui encore, si vous rêvez d'être pilote, on vous conseille vivement l'université de Wichita. 1500 élèves en sortent chaque année, avec un diplôme d'aviation qui sera du tout meilleur effet si vous cherchez un job dans le secteur. My name is Amanda Mudra. I'm a senior aerospace engineer at Wichita State University. After graduating, I'll be a flight test engineer for Lockheed Martin, working on C-130s out in Georgia. A lot of hands-on in-flight testing. I'm very excited to see where that's going to take me. Que vous survoliez le Kansas en avion ou bien que vous le traversiez en voiture, en moto, en vélo ou à pied, vous verrez souvent les mêmes paysages, des champs de blé à perte de vue, du blé et encore du blé. It's too much! It's too much! C'est la raison pour laquelle le Kansas est surnommé le grenier à grains de l'Amérique. Ici, on produit 1/4 de tout le blé des États-Unis. Oui, 1/4, c'est colossal. Donc quand quelque part sur le territoire US, un Américain mange du pain, des céréales, des pâtes ou de la semoule, il y a de fortes chances qu'il fasse fonctionner le tiroir-caisse de l'État du Kansas. Your favorite bread has taken a long journey to arrive at your kitchen table. Come along as we follow the field-to-table journey of US-grown wheat. D'après le département de l'agriculture, on estime que 20 000 fermiers travaillent et récoltent le blé au Kansas. Et en se plongeant dans les chiffres, on apprend que ces récoltes et la vente de ces récoltes rapportent à l'État la somme de 1,44 milliard de dollars. 3 000 emplois indirects seraient également liés au business du blé. Bref, autant dire que sans les champs de blé, le Kansas serait en grosse galère. Et il se trouve que la grosse galère arrive et qu'elle porte un nom, le réchauffement climatique. In the heart of the country, Great Plains farmers and ranchers produce a quarter of all U.S. crops, but they rely on a resource that has been slowly drying up: water. Brant Peterson farms grain in dry southwestern Kansas, where erratic winds can whip dust into the sky at a moment's notice. Au Kansas, les champs de blé font face à 2 problèmes. Petit 1, la sécheresse. En 2023, 79% du territoire du Kansas a connu un épisode de sécheresse. La pluie n'a pas voulu tomber, le soleil, lui, a carbonisé le sol. Résultat, une récolte ratée en volume, c'est la plus faible depuis 1963. Petit 2, le blé est une céréale solide, résistante, mais si le vent souffle trop fort et de manière trop régulière, alors elle souffre. Et il se trouve que le vent a beaucoup soufflé en 2023. Pas étonnant, me diriez-vous, puisque le Kansas est situé dans ce qu'on appelle la Tornado Alley, la vallée des tornades aux États-Unis.
Pour faire face à ces épisodes de sécheresse et au climat qui part en toupie, le Kansas a voté le Inflation Reduction Act, une batterie de mesures qui doit permettre de lutter contre ce réchauffement climatique. Le Kansas promet des crédits d'impôt sur à peu près tout, voitures électriques, isolation des portes, des fenêtres de votre maison, de votre garage, installation de pompes à chaleur, géothermie. Une loi qui doit permettre aux habitants de faire face. Une loi qui a été votée notamment par une femme de caractère, une femme qui mérite le dernier chapitre de ce podcast. Here we go. Ladies and gentlemen, nous sommes le 1er novembre 2013 dans la ville de Kansas City et ce soir-là on affiche complet dans la salle du Harrah's Casino qui va accueillir plusieurs combats de MMA, le Mixed Martial Art. Le combat qui nous intéresse sera arbitré par un homme mais il s'agit d'un combat entre deux femmes. Il est 20h30, les deux combattantes montent sur le ring et prennent place dans la cage, le public hurle, les enceintes crachent du gros son. Sur ma gauche, Nadia Nixon, 1m68, spécialiste du Jiu-Jitsu, et sur ma droite, Cherise Davids, 1m60, spécialiste d'un peu tous les arts martiaux en fait. La particularité de Cherise Davids, c'est que ce jour-là, elle dispute son tout premier match pro. Avant, elle n'avait fait que des combats amateurs, 6 combats en tout, 5 victoires, 1 défaite. Pour son premier match pro, elle a mis des leggings gris, un bandeau rose autour de la taille. Tout le monde attend le top départ. 3, 2, 1, c'est parti. Premier round, les deux adversaires s'observent et se déplacent avec agilité dans la cage. Chacun tente de déclencher ses meilleurs coups, les spectateurs chantent, crient et poussent les deux guerrières. Mais le combat ne va pas durer longtemps. Au bout de 2 minutes 08, c'est terminé car Cherise Davids vient de lancer sa meilleure attaque, la technique du triangle. Si vous êtes hyper calé en MMA, vous savez qu'il s'agit d'une technique d'étranglement. Et hop, c'est fini. Cherise Davids gagne son premier match pro. Joie immense, fierté immense, fête immense, problème. 4 mois plus tard, elle perd son deuxième match et décide d'arrêter sa carrière pour monter sur un autre type de ring, la politique. This is a tough place to be a woman. I've been put down, pushed aside, knocked out. Enough. That's why I'm running for Congress. And one thing's for sure, I won't back down. Because progress is undefeated. We just need to fight for it. Are you ready? Cherise va arpenter son état, le Kansas, de haut en bas et de gauche à droite, et les 3 millions d'habitants vont apprendre à connaître une femme au parcours étonnant. Cherise Davids est issue de la tribu amérindienne des Ho-Chunk, aussi connue sous le nom Winnebago. Elle grandit dans le Kansas où elle passe son temps libre à imiter son héros, Bruce Lee. Après sa courte carrière dans le MMA, elle va faire des études de droit, devenir avocate, défendre des réserves indiennes et en 2016, elle fait partie des 16 personnes retenues, 16 seulement, pour participer à un programme ultra stylé et ultra select, le White House Fellowship Program. You've been told you're one of the best. You've been told you're one of the brightest, that you're a leader. But are you committed to making a difference? Challenge yourself. We'll give you a year. Spend the next 365 days serving the nation. Apply today for the opportunity of a lifetime at whitehouse.gov/about/fellows. Pendant 1 an, elle sera dans les coulisses de la Maison-Blanche au moment de la transition entre Barack Obama et Donald Trump. Idéal pour avoir le coup de foudre pour la politique et en effet, Cherise Davids se fixe alors un objectif, être élue au Congrès des États-Unis. C'est chose faite en novembre 2018, elle est élue à la Chambre des représentants et devient alors la 2e femme amérindienne à être élue à ce poste. A historic win for a Democrat in Kansas. Cherise Davids will be the first Native American woman in the House. Aujourd'hui, Cherise Davids brigue un nouveau mandat. Au mois de novembre, elle sera candidate à sa réélection. Le vote aura lieu le même jour que la présidentielle. Et pour cette présidentielle, Cherise Davids, la démocrate, penche évidemment pour Joe Biden, même si au cours de son mandat, elle s'est montrée assez critique vis-à-vis du président, qui n'aurait pas été assez efficace selon elle sur les questions d'immigration, de pouvoir d'achat et de droit à l'avortement.
Joe Biden n'est donc pas certain à 100% d'avoir le vote de Sharice Davids pour le mois de novembre, mais quoi qu'il arrive, Joe Biden le sait, il ne suffira pas de remporter le Kansas pour rester à la Maison-Blanche. Les États-Unis, c'est 50 États, que vous pourrez bientôt découvrir dans un nouveau numéro de 50 States.